l'Argentine. Un pays où les glaciers millénaires côtoient les déserts de sel, où le silence des hauts plateaux répond à la clameur de Buenos Aires. Un territoire si vaste, si contrasté, qu'il semble parfois réunir plusieurs mondes en un seul. Ici, rien ne s'efface vraiment. Les montagnes gardent la mémoire des peuples qui les ont façonnées. Les glaciers avancent encore quand tant d'autres reculent, et les villes portent, dans leurs pierres, le souvenir de ceux qui sont venus avant. C'est cette Argentine-là que nous allons parcourir. Des paysages les plus rudes aux cités les plus anciennes, jusqu'aux mégapoles modernes qui battent au rythme du tango et de l'histoire. Direction le sud, vers ces territoires que peu de voyageurs prennent le temps de vraiment découvrir. Notre voyage commence à la Serranía de Hornocal, une formation géologique en couches successives, perchée à une altitude impressionnante, non loin de la ville de Humahuaca. On l'appelle la montagne aux 14 couleurs. Et le nom, pour une fois, ne trahit pas la réalité. Rouge, violet, vert, jaune, les strates se superposent comme les pages d'un livre géologique vieux de millions d'années, chacune racontant une époque, une pression, une transformation minérale différente. Sur les prairies d'altitude qui entourent le massif, on aperçoit parfois des vigognes, ces cousines élégantes du lama, dont la démarche légère semble ne jamais toucher tout à fait le sol. Chaque année, des milliers de visiteurs acceptent de gravir des sentiers escarpés et exigeants, simplement pour se tenir face à ces sommets multicolores. On se demande, en les regardant, ce qui pousse un être humain à affronter le manque d'air et la fatigue pour un instant de couleur pure. Peut-être est-ce cela, au fond, le voyage accepter l'effort pour mériter l'émerveillement. En redescendant vers la vallée, on atteint Tilcara, une petite ville nichée dans la quebrada de Humahuaca, encerclée de montagnes striées comme des tissus anciens. Son plan urbain mêle sans effort les traditions ancestrales et la vie contemporaine, comme si le temps s'y écoulait à deux vitesses différentes. Sur une colline proche se dresse le Pucará de Tilcara, une forteresse bâtie au 12e siècle par le peuple Omaguaca, à un emplacement choisi avec un sens stratégique évident. De là-haut, on dominait toute la vallée, on pouvait voir venir l'ennemi, surveiller les récoltes, protéger les siens. Aujourd'hui encore, on peut marcher parmi les ruines des habitations, des espaces cérémoniels et des tombes, et sentir, presque physiquement, le poids de ce qui s'est joué ici. Pendant longtemps, jusqu'au début du 20e siècle, la ville était tombée dans l'oubli. Puis elle a été redécouverte, et elle est devenue depuis un centre historique majeur de la région. L'église Nuestra Señora del Rosario, à Tilcara, date de la fin du 17e siècle. Ses murs empisés et ses deux clochers s'intègrent avec une harmonie presque naturelle au paysage montagneux environnant, comme si l'édifice avait toujours fait partie du décor. À environ 11 km au sud de Tilcara se trouve la Posta de Hornillos, un ancien relais de poste du 18e siècle. Ce lieu, qui accueillait autrefois soldats et voyageurs fatigués pour un peu de repos, fait aujourd'hui office de musée, gardien silencieux d'une époque révolue. Changeons complètement de décor et filons vers le sud, jusqu'au glacier Perito Moreno. Il s'étend au cœur du parc national Los Glaciares, impressionnant par sa seule présence. Long d'environ 30 km, il avance lentement vers le lac Argentino. Et contrairement à la grande majorité des glaciers de la planète, qui reculent inexorablement sous l'effet du réchauffement, celui-ci continue d'avancer, à raison d'environ 2 mètres par jour. Ces parois de glace s'élèvent jusqu'à 70 mètres au-dessus de la surface du lac, encadrées par les Andes enneigées et des forêts denses qui semblent monter la garde. Les couches de neige compressées au fil des siècles ont donné à sa surface une teinte bleue unique, presque irréelle, comme si la lumière elle-même restait prisonnière de la glace. Certains choisissent l'aventure en canoë pour s'approcher au plus près de la paroi massive. D'autres préfèrent les excursions en bateau, qui offrent une vue plus large sur l'immensité de cette muraille de glace. Les embarcations s'avancent près des parois et s'arrêtent, souvent longuement. C'est à ces instants précis que d'énormes blocs de glace se détachent et s'effondrent dans le lac, dans un fracas qui résonne loin à la ronde. Beaucoup de visiteurs patientent des heures, immobiles, dans l'espoir de vivre ce moment. Des terrasses d'observation ont été construites pour permettre à chacun d'admirer, en toute sécurité, chaque détail de ce paysage impressionnant. Tout, ici, a été pensé pour accueillir des visiteurs de tous âges, du plus jeune au plus âgé, unis dans la même contemplation silencieuse. Direction ensuite la Quebrada de las Conchas, cette merveille naturelle de la province de Salta, célèbre pour ses formations rocheuses rouges et ses vallées profondes.
La région appartient aux zones géologiques liées au système des vallées Calchaquí. On y trouve une multitude de formations rocheuses, façonnées au fil de différentes périodes géologiques, chacune avec sa propre histoire à raconter. L'une d'elles, appelée Los Castillos, doit son nom à sa silhouette, rappelant un château fort. L'érosion, en agissant patiemment sur les couches horizontales de roches, lui a donné au fil du temps ce profil si particulier. L'Obelisco, situé dans le canyon, est une colonne rocheuse naturelle d'environ 26 mètres de hauteur, dressée comme une sentinelle de pierre. Une autre formation saisissante, la Garganta del Diablo, est une gorge rocheuse, étroite et profonde, dont la forme si particulière attire immédiatement le regard. Les ouvertures creusées par l'érosion au fil du temps ont donné son nom si évocateur à Las Ventanas. Ces fenêtres naturelles comptent parmi les éléments les plus marquants de ce canyon, renforçant encore son attrait visuel. Une autre formation de la vallée, surnommée El Sapo, à cause de sa ressemblance frappante avec une grenouille, illustre à merveille la manière dont l'érosion peut donner au paysage des formes tout à fait inattendues, presque facétieuses. Non loin de là, dans la province de Neuquén, se trouve la cascade Salto del Agrio, une chute d'eau d'environ 60 mètres de hauteur. Son nom vient de la composition acide de la rivière qui l'alimente. La rivière Agrio a, avec le temps, considérablement modifié la couleur des roches environnantes, en raison de sa composition minérale particulière. Entre ses teintes vives et son atmosphère paisible, cette cascade reste un lieu qui mérite qu'on s'y arrête, ne serait-ce que pour respirer un instant loin de toute agitation. Puis vient un paysage qui semble tout droit sorti d'un rêve, les Salinas Grandes. Des millions d'années d'activité volcanique et d'évaporation ont façonné ce paysage qui évoque un lac gelé à perte de vue. S'étendant sur une superficie de plus de 3000 miles carrés, ce site compte parmi les salines les plus impressionnantes du monde. On y aperçoit souvent des monticules de sel en forme de cône, disposés avec soin sur la surface d'un blanc éclatant. Ces monticules sont récoltés depuis des générations par les communautés locales, selon des méthodes ancestrales transmises de main en main. De fins canaux sont creusés dans la croûte de sel pour accélérer l'évaporation. Et à mesure que l'eau s'évapore, le sel dessine à la surface de véritables veines, comme les motifs d'un tissu naturel. Les bassins circulaires d'un bleu profond que l'on aperçoit sur la saline sont connus des habitants sous le nom d'Ojos del Salar, les yeux du Salar. Ce territoire recouvert de sel accueille de nombreux visiteurs tout au long de l'année. Des excursions guidées permettent aux voyageurs d'apprécier à la fois les paysages et les traditions culturelles qui les entourent. Grâce à sa proximité avec plusieurs villes, cette région reste facilement accessible et donc particulièrement prisée des touristes. Reprenons la route du sud, vers la Laguna de Los Tres, ce lac glaciaire niché au cœur de l'Argentine méridionale. Ce qui frappe d'emblée, c'est son écrin 3 sommets majestueux qui l'enserrent de toutes parts. On pense qu'il s'est formé lors de la dernière période glaciaire, façonné par des forces qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. Tout en haut se trouve la Laguna de Los Tres elle-même, et juste en contrebas, on aperçoit la Laguna Sucia, aux eaux plus sombres, presque mystérieuses. Tout au long de l'année, de nombreux amateurs de sensations et de grands espaces viennent contempler ce paysage unique, quitte à braver le froid et l'altitude. Un peu en retrait, le mont Fitzroy s'élève le long de la frontière entre l'Argentine et le Chili. Son sommet est si souvent enveloppé de nuages que le peuple Tehuelche l'a surnommé la montagne fumante, un nom qui, une fois qu'on l'a entendu, ne quitte plus l'esprit. Sa paroi de granit et la météo qui change en un instant rendent son ascension particulièrement redoutable, réservée aux plus expérimentés. Aujourd'hui encore, cette montagne majestueuse occupe une place à part dans le cœur de tous ceux qui aiment la nature sauvage, comme un défi qu'on n'ose pas toujours relever, mais qu'on admire de loin, avec un respect mêlé de crainte. Retour vers le nord, à Humahuaca, cette petite ville perchée à environ 3000 mètres d'altitude qui a su préserver son caractère historique intact. Au-dessus du paysage urbain se dresse le monument aux héros de l'indépendance, dédié à tous ceux qui ont combattu pour la liberté du pays. Il impressionne par son allure. À son sommet trône une statue de bronze représentant un guerrier autochtone, le regard tourné vers l'horizon. Juste à côté s'élève la tour Santa Barbara, une tour de guet datant du 16e siècle. Entourée de cactus géants qui montent la garde silencieusement, cette construction servait autrefois de dépôt d'armes pendant la lutte pour l'indépendance. Elle est aujourd'hui devenue une attraction touristique appréciée. Le Cabildo de Humahuaca est un autre bâtiment historique remontant à l'époque espagnole.
Chaque jour, à midi précis, une statuette de Saint François Solano sort de la tour de l'horloge pour saluer la foule rassemblée en contrebas. C'est un instant précieux, attendu autant par les habitants que par les voyageurs de passage, un rituel qui traverse les générations sans jamais perdre de sa magie. Direction maintenant le parc provincial d'Ichigualasto, dans la province de San Juan, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en l'an 2000. Les habitants de la région l'appellent là « Vallée de la Lune », un surnom qui prend tout son sens dès qu'on pose le pied sur ce sol lunaire, façonné par des formations rocheuses parmi les plus insolites qui soient. L'une des plus emblématiques est un rocher en forme de champignon, surnommé El Hongo. Cette forme si particulière résulte d'une couche supérieure de roches dures qui s'est érodée bien plus lentement que les couches plus tendres situées en dessous, laissant peu à peu apparaître cette silhouette singulière. Un autre site fascinant, appelé Cancha de Bochas, compte parmi les lieux les plus intrigants du parc. Des pierres rondes, d'une régularité presque troublante, parsèment cette terre aride et offrent un spectacle que l'on croirait presque façonné de main humaine. Parmi toutes les merveilles naturelles de l'Argentine, ce lieu occupe une place véritablement à part, comme un morceau d'un autre monde égaré sur Terre. Cap vers le sud à nouveau, jusqu'à la Laguna Esmeralda, cette merveille naturelle saisissante de la région de la Terre de Feu. Ce lac glaciaire est alimenté par le glacier Hoyo del Albino et se trouve encerclé par les sommets enneigés de la Sierra Alvear. Sa couleur turquoise si particulière provient du mélange des fines particules glaciaires avec l'eau du lac, un phénomène presque alchimique. Le sentier de randonnée traverse une large vallée qui longe le cours d'une rivière. Sur la dernière portion, l'altitude augmente progressivement, jusqu'à ce que, enfin, le lac se dévoile dans toute sa splendeur. En hiver, la lagune gèle en totalité ou en partie et se recouvre d'un manteau de neige qui la rend presque irréelle. C'est un lieu magnifique, autant pour les photographes de nature que pour les simples voyageurs en quête de calme. Non loin de là, dans la province de Jujuy, au pied des Andes, se trouve Purmamarca. Les maisons en adobe et leurs toits de terre cuite créent un contraste saisissant avec le paysage aride qui les entoure. Le Cerro de los Siete Colores, aussi appelé la colline aux 7 couleurs, se dresse juste à côté du village et se distingue immédiatement par ses strates aux teintes si vives. Ces couches colorées se sont formées au terme de processus géologiques qui se sont étalés sur des millions d'années. Ces nuances si particulières résultent de l'accumulation progressive de différents minéraux au fil du temps. Le fer et le cuivre, entre autres éléments, ont donné à la Terre des teintes allant du rouge le plus profond au lavande le plus délicat. Et à mesure que la lumière du jour change, les couleurs de la colline se transforment elles aussi, offrant un spectacle vivant, jamais tout à fait identique d'une heure à l'autre. Autour de la place principale, les marchés sont animés et hauts en couleurs. Sur les étals, on trouve en abondance des tissages faits main, des ponchos en laine et divers objets d'artisanat local, témoins d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Pour qui apprécie l'atmosphère simple et authentique de la vie de village, Purmamarca pourrait bien être exactement le genre d'endroit qu'on cherche sans le savoir. Impossible, ensuite, de ne pas évoquer les chutes d'Iguazú, situées à la frontière entre l'Argentine et le Brésil. Cette merveille naturelle s'étend sur environ 2,7 km et regroupe près de 300 chutes d'eau, petites et grandes, qui se rejoignent dans un vacarme assourdissant. Le point le plus impressionnant reste la « Gorge du Diable », en forme de U. Toute l'eau se précipite dans un défilé étroit. Et dans sa chute, une brume épaisse enveloppe les environs, comme un rideau vivant. Lorsque la lumière du soleil traverse cette brume, des arcs-en-ciel apparaissent, presque à chaque instant, comme si la nature elle-même orchestrait un spectacle sans fin. Les visiteurs peuvent emprunter une passerelle d'1,1 km pour atteindre le sommet de la chute. La cascade, avec ses 82 mètres de hauteur, produit à la fois un brouillard qui s'élève dans les airs et un écho puissant qui résonne longtemps après qu'on a quitté les lieux. On ne peut tout simplement pas quitter l'Argentine sans avoir contemplé ce spectacle, tant il marque durablement la mémoire. Descendons maintenant jusqu'au détroit de Beagle, à l'extrémité la plus australe de l'Amérique du Sud, entre les frontières argentines et chiliennes. Cette voie maritime s'étend sur environ 240 km et est parsemée de petites îles. Sur l'une d'elles se dresse le phare Les Éclaireurs, une construction rouge et blanche datant de 1920. Les environs rocheux du phare offrent un habitat naturel à diverses espèces animales. Les cormorans impériaux, reconnaissables à leur dos noir et à leur poitrine blanche, y forment des colonies denses sur les rochers.
Les lions de mer d'Amérique du Sud viennent eux aussi fréquemment se reposer sur ces rivages escarpés, indifférents au vent glacial qui balaie la région. Un peu plus au nord, dans les vallées Calchaquí, se trouvent les ruines de Quilmes, un site archéologique fondé au milieu du 9e siècle. Le peuple Quilmes, descendant des Diaguitas, y a bâti une véritable cité où vivaient plusieurs milliers de personnes. Ils ont défendu efficacement cette région jusqu'à la fin du 17e siècle, résistant avec acharnement à l'avancée coloniale. Ce territoire, autrefois symbole de résistance farouche, a vu ses ruines réapparaître au 19e siècle, arrachées à l'oubli. Aujourd'hui, les ruines de Quilmes sont protégées par les descendants même de ce peuple, qui veillent sur cet héritage comme sur un trésor familial. Les sentiers, les terrasses et les espaces cérémoniels de cette ancienne cité sont ouverts aux visiteurs. Ce lieu est considéré comme un symbole fort de l'identité autochtone et de la résistance. Un endroit véritablement à part, où l'on ne peut s'empêcher de se demander ce que ressentirait un descendant de ce peuple en marchant, aujourd'hui, sur ces mêmes pierres. Direction ensuite le lac Huechulafken, au cœur du parc national Lanín. Ce lac s'étend sur plus de 30 km de longueur. Son nom, qui signifie « long lac » en langue mapuche, décrit à merveille ce qu'on découvre sur place. Le volcan Lanín, qui domine entièrement le paysage environnant, culmine à 3776 mètres d'altitude. Sa forme parfaitement symétrique et son manteau neigeux permanent le rendent reconnaissable entre mille, même de très loin. Le long des rives, de petites cabanes offrent aux visiteurs un lieu de séjour paisible et pittoresque, à l'écart de toute agitation. Entre ses couleurs et sa tranquillité, ce lac mérite véritablement le détour, ne serait-ce que pour le silence qu'on y trouve. Poursuivons vers le nord-ouest de l'Argentine, jusqu'au parc national Talampaya, connu pour ses formations rocheuses rouges et ses canyons profonds. Reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce territoire constitue également un gisement de fossiles d'une grande richesse scientifique. L'un des sites les plus impressionnants est une formation rocheuse surnommée la cathédrale gothique. La nature a façonné ces structures de pierre en forme de tour, sans aucune intervention humaine, par le seul jeu du vent et du temps. Sur certaines roches, on distingue encore des symboles vieux de plusieurs milliers d'années. Ces marques constituent une sorte de chronique silencieuse, reflétant les croyances et les pensées des sociétés anciennes qui ont vécu là. Les visiteurs croisent souvent, au détour d'un sentier, des reproductions de dinosaures, grandeur nature, rappels de la richesse fossile de la région. L'une des formations les plus remarquables du parc, appelée El Monge, ressemble étrangement, par sa posture, à un moine plongé dans une profonde méditation. La région abrite également une faune riche et adaptée à ces conditions extrêmes, comme le renard du désert. La sécheresse et la chaleur intense font, ici, partie intégrante du quotidien de ces animaux qui ont appris à composer avec un environnement sans pitié. Changeons de registre, direction les ruines de San Ignacio Mini, une ancienne mission jésuite installée dans la province de Misiones. Vers la fin du 17e siècle, le peuplement a été déplacé jusqu'à son emplacement actuel afin d'échapper aux chasseurs d'esclaves portugais, une décision née de la nécessité pure. Avec le temps, environ 5000 membres du peuple guarani s'y sont installés, construisant une communauté florissante. L'architecture des bâtiments, en pierre rouge, est ornée de sculptures caractéristiques du style baroque guarani, un mélange unique d'influences européennes et locales. L'église du complexe s'étend sur 74 mètres de longueur, avec des murs atteignant jusqu'à 2 mètres d'épaisseur. San Ignacio Mini, remarquablement conservé, est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et ouvert au public. Les visites guidées et le musée sur place retracent la manière dont Jésuites et Guaranis sont vécus, travaillés et échangés ensemble dans une relation aussi complexe que fascinante. Retour vers l'ouest, à Campo de Piedra Pómez, dans la province de Catamarca. On estime que cette région compte plus de 5000 formations rocheuses aux couleurs variées, un chiffre qui donne le vertige rien qu'à l'évoquer. Elles se sont formées à la suite d'anciennes éruptions du volcan Cerro Blanco. L'érosion éolienne a sculpté ces roches en tours, en vagues et en arêtes vives, un travail d'artiste mené patiemment par le vent seul. Les teintes blanches, roses, grises et jaunes transforment sans cesse l'apparence du paysage, selon l'heure et la lumière. L'isolement de cette région a permis de préserver son état naturel, presque intact, loin de toute empreinte humaine. Direction ensuite le parc national Los Alerces, dans la province de Chubut, protégé depuis 2017 par l'UNESCO au titre du patrimoine mondial.
Ce parc, qui s'étend sur près de 200 000 hectares, est célèbre pour ses arbres à l'herse, dont certains remontent à des temps préhistoriques et comptent parmi les plus anciens de la planète. Le lac Rivadavia, aux eaux limpides et entouré de forêts denses, est un lac glaciaire situé au cœur du parc. L'une des zones les plus saisissantes du parc est l'endroit où la rivière Arayán coule entre les lacs Menendez et Futaleufken. Un pont suspendu enjambe la rivière et offre un point de vue privilégié sur ce paysage d'une beauté presque irréelle. Futaleufken, un nom d'origine mapuche signifiant Grand Lac, est l'un des principaux plans d'eau du parc. L'atmosphère paisible du parc et sa richesse visuelle se ressentent tout particulièrement autour de ce lac, où le temps semble suspendu. Cap sur les dunes de Tatón, dans la province de Catamarca, un vaste territoire désertique reconnu pour ses sables blancs. Cette étendue immense se prête particulièrement bien aux excursions lentes et encadrées en véhicules tout-terrain, à travers un silence presque total. Grâce à son emplacement reculé, le paysage naturel est resté intact, et le calme, préservé de toute agitation extérieure. Les dunes de Tatón sont considérées comme l'un des coins les plus insolites d'Argentine, un lieu que peu de voyageurs connaissent encore. Et puis, il y a Buenos Aires. La ville déploie une structure ouverte, avec de larges avenues et des places soigneusement ordonnées. C'est un lieu si vaste que, même si nous ne pouvons pas en montrer chaque recoin, nous allons nous efforcer d'en souligner les endroits les plus marquants. L'Avenida 9 de Julio est l'avenue la plus impressionnante de la ville, tant par sa largeur que par son agencement. L'obélisque qui s'y dresse est l'un des symboles les plus importants de Buenos Aires. Érigé en 1936, il a été le témoin silencieux de nombreux événements historiques qui ont marqué le pays. Non loin de là, le Théâtre Colón a acquis une renommée mondiale grâce à son acoustique exceptionnelle et à son architecture somptueuse. L'un des lieux les plus célèbres de la ville est aussi le cimetière de la Recolta. Fondé en 1822, cet endroit ressemble davantage à un musée à ciel ouvert qu'à un simple cimetière. Les tombeaux de style néogothique et art déco ont été construits avec des pierres importées d'Europe, témoignant de la richesse et du raffinement d'une époque révolue. L'une des plus anciennes églises de la ville, la basilique Nuestra Señora del Pilar, se trouve juste à côté du cimetière. Avec sa façade blanche et son unique clocher, cette église, de style colonial sobre, a vu sa construction débuter bien avant celle du cimetière voisin. Sur la place des Nations Unies, une sculpture florale apporte à la ville une énergie particulière. Là, Floralis Generica, une œuvre en acier qui s'ouvre et se ferme au rythme du soleil, reflète le visage moderne de Buenos Aires. Créée en 2002, cette œuvre est considérée comme un symbole alliant technologie et nature, un pont entre deux mondes. Le monument à Bartolomé Mitre, situé sur la place Mitre, a été édifié en 1927. La statue équestre de Mitre, entourée de figures sculptées dans le marbre de Carrare, incarne des idéaux de vertu et d'unité nationale. La Torre Monumental est une tour horloge historique, située dans le quartier de Retiro à Buenos Aires. Ce bâtiment, offert par la communauté britannique pour célébrer un anniversaire de l'indépendance argentine, se distingue par sa façade en briques rouges et sa coupole de cuivre verdie par le temps. Non loin du centre-ville, la réserve naturelle de Costanera Sur s'étend sur 350 hectares. Elle est idéale pour les promenades au contact de la nature et pour l'observation des oiseaux, un havre de paix inattendu en pleine ville. Le parc Tres de Febrero, situé dans le quartier de Palerme, couvre 400 hectares. On y trouve la grande roseraie El Rosdal. Des centaines de variétés de roses remplissent chaque recoin du parc de couleurs et de parfums, un spectacle pour tous les sens. Le planétarium à coupole Galileo Galilei, installé dans ce même parc, propose des spectacles sur l'espace grâce à des systèmes modernes. Il fonctionne aujourd'hui comme un centre éducatif destiné aux étudiants comme aux visiteurs curieux. Une autre construction de Palerme, le Jardin japonais, reflète magnifiquement la culture japonaise. Ses bassins, ses ponts de bois et ses arbres aux formes singulières offrent aux visiteurs un instant de calme et de sérénité, à 1000 lieues de l'agitation urbaine. Le Puente de la Mugère est un pont piétonnier blanc et pivotant, situé dans le quartier portuaire. Grâce à ses lignes sobres et élégantes, il est devenu l'un des symboles architecturaux contemporains de Buenos Aires. Caminito est un musée de ruaux en couleurs, situé dans le quartier de la Boca. Les spectacles de tango, les marchés artisanaux et les couleurs vives créent ici une atmosphère vivante et animée, presque électrique. Enfin, sur les rives du fleuve, le musée d'art de Tigre est un musée historique.
Sa façade néoclassique et ses larges terrasses offrent aux visiteurs une atmosphère élégante et raffinée. Cette ville, qui dissimule des détails différents dans chacune de ses rues, pourrait bien devenir, pour qui prend le temps de la parcourir, un souvenir impossible à oublier. Avant de refermer ce voyage, un dernier détour s'impose, du côté de Bariloche, à la chapelle San Eduardo. Construite en pierre locale et en bois de cyprès, elle marie l'esthétique d'un chalet de montagne à des éléments néogothiques. Grâce à sa position surélevée, elle bénéficie de vues larges et dégagées sur les environs, un lieu propice au recueillement autant qu'à la contemplation. Non loin de là, à Mendoza, se trouve le pont de l'Inca, le Puente del Inca, qui enjambe la rivière Las Cuevas sur environ 50 mètres. Selon les légendes locales, ce pont serait né de la pétrification de guerriers Incas, changés en pierre. Avec le temps, les dépôts minéraux ont donné à l'ensemble des teintes jaunes, orangées et vertes, comme si la roche elle-même avait été peinte par la nature. Le pont et ses alentours figurent aujourd'hui parmi les monuments naturels protégés du pays. Sa forme surprenante, ses couleurs vives et son histoire unique continuent d'attirer l'attention et la curiosité de tous ceux qui passent par là. Notre voyage s'achève à Puerto Madryn, cette ville installée sur la côte patagonienne, au sud de l'Argentine. La péninsule qui l'entoure constitue un habitat naturel d'une grande richesse pour les mammifères marins et de nombreuses espèces d'oiseaux. Le littoral de la ville est d'ailleurs l'un des rares endroits au monde où l'on peut observer des baleines directement depuis le rivage sans même prendre le large. Ces créatures immenses fréquentent particulièrement la région de la fin de l'automne jusqu'à l'hiver. Et l'on ne peut s'empêcher d'imaginer ce que ressent un habitant de Puerto Madryn, en voyant, chaque année, ces géants revenir fidèlement près de ses côtes, comme un rendez-vous que la nature n'a jamais manqué. Et c'est ainsi que notre traversée de l'Argentine touche à sa fin. Des sommets multicolores de Hornocal jusqu'aux rives de Puerto Madryn, en passant par les glaciers qui avancent envers et contre tout, les ruines qui refusent de disparaître, et les villes qui portent fièrement leur histoire, ce pays nous aura montré combien la mémoire et la nature peuvent, parfois, avancer main dans la main. On pourrait se demander, en refermant ce voyage, ce que l'on retiendrait le plus si l'on devait ne garder qu'un seul de ces lieux, une seule de ces images. La montagne aux 14 couleurs, le silence d'un glacier bleuté, ou peut-être ce moment suspendu où une baleine surgit près du rivage, comme pour saluer ceux qui l'observent. Chacun, sans doute, y trouverait une réponse différente. Et c'est peut-être cela, la véritable richesse de l'Argentine, offrir à chaque regard un souvenir qui lui appartient en propre.